Bien, bonjour tout le monde, vous êtes là s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, madame, bonjour. Monsieur? Bonjour, très bien. Bien, je suis ravie de pouvoir enfin, relier le lien avec vous. On va essayer d'avancer sur nos enseignements. Nous avons passé en revue, enfin, ensemble la dernière fois, cette notion relative à ce qu'on appelle le partage des bénéfices. Mais avant que d'avancer, la définition un peu de cette notion de bénéfice s'impose. Alors, vous l'avez devant vous. C'est quoi le bénéfice? La loi nous dit le bénéfice est constitué par l'excédent de l'exercice moins les pertes antérieures, c'est-à-dire le report déficitaire, le report négatif, et des sommes qui doivent être mises en réserve, augmenter du report bénéficiaire des exercices précédents. Ça, c'est la définition de cette notion de bénéfice. Donc, c'est quoi le bénéfice? C'est l'excédent de l'exercice, moins le report déficitaire, plus les sommes qui ont été, les sommes qui doivent être mises en réserve, je vais revenir, augmenter du report bénéficiaire des exercices précédents. Alors, vous avez bien noté qu'il est question de réserve. Vous savez un peu que les réserves sont obligatoires. D'accord? Il y a deux types de réserves. Il y a les réserves légales qui sont impérativement prévues par la loi. Ces réserves légales, toutes les sociétés devraient les constituer. Ces réserves légales donnent un petit peu plus de sérénité, plus de garantie, si vous voulez, aux créanciers de la société. Ces réserves sont imposées, d'accord, par la loi, à hauteur de 5% des bénéfices réalisés, 5% des bénéfices réalisés par la société. Alors, les réserves légales cessent d'être obligatoires dès que les réserves légales atteignent ou parviennent à 10% du capital social. Ça, c'est un peu les réserves légales. Mais à côté de cette notion de réserve légale, d'accord, les statuts peuvent prévoir des réserves supplémentaires qu'on appelle les réserves statutaires, c'est-à-dire par souci d'éventuelles difficultés de la société, les statuts peuvent aménager en dehors des réserves légales qui sont de par la loi impératives, d'accord, et qui sont égales, d'accord, pour un 5% des bénéfices réalisés qui doit être placé, d'accord, dans la rubrique réserve légale, et ces réserves légales vont cesser d'être obligatoires dès qu'elles atteignent, d'accord, 10% du capital social, 10% du capital social, très bien. En plus de ces réserves légales qui sont impérativement prévues par la loi, les statuts, rien ne les empêcherait d'aménager par souci de sécurité, d'accord, ce qu'on appelle des réserves statutaires. Les réserves statutaires sont un petit peu fixées librement dans les statuts par les associés au moment de la formation de la société. Très bien. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, d'accord, quand il y a un bénéfice, d'accord, le sort de ces bénéfices, bien sûr, d'accord, les partager ou ne pas les partager, d'accord, cette décision relève des attributions de l'Assemblée générale ordinaire, très bien, qui va soit décider de distribuer le bénéfice, soit décider de ne pas distribuer de bénéfice, soit décider de distribuer une partie des bénéfices et laisser l'autre partie, d'accord, comme report bénéficiaire à d'autres exercices à venir, très bien. Mais des fois, il arrive que l'Assemblée générale, d'accord, alors qu'il y a des bénéfices, alors qu'il n'y a rien qui exige, d'accord, qu'on fasse un petit peu des reports bénéficiaires ou de les placer en réserve, des fois, les assemblées générales peuvent avoir un peu des comportements. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir ce comportement abusif? Ils peuvent décider de, quel que soit X, même si la solution, la situation de la société le permet, même s'il y a un trop plein de bénéfices, ils décident de les placer, d'accord, de les placer dans leur globalité dans les réserves. Alors ce genre de comportement, ce sont des comportements abusifs, pourquoi ils le feraient? Ils le feraient justement pour pousser certains actionnaires à quitter la société, parce que un associé actionnaire qui n'a pas de bénéfices, d'accord, vous savez, par définition, la société, d'accord, elle est là pour donner un peu un retour sur investissement. Lorsque moi, je ne reçois rien en retour de mon investissement, je serais tenté de vendre mes parts sociales et de mes actions et de partir. Ça, c'est un petit peu, des fois, ce genre de comportement peut être utilisé comme mesure un petit peu malhonnête, j'entends, d'accord, pour pousser certains actionnaires à être dégoûtés de leur présence part sociale au sein de la société. Vous savez, une société, c'est toujours un rapport de force. C'est toujours un rapport de force. Alors, ça reprend, je suis malade, je vous assure. Alors, vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Ça a coupé pendant combien de temps?
Alors, je disais, des fois, il y a des bénéfices. Mais l'Assemblée générale à qui appartient le droit de dire oui, je partage des bénéfices ou non. D'accord. Alors, je n'y peux rien. D'accord. D'accord. De toutes les manières. À la rentrée, je vais commencer à la fac, comme ça, ils assument. D'accord. Moi, j'ai fait de mon mieux. D'accord. Je fais tout ce que j'ai pu pour pouvoir tenir mes obligations. Maintenant, si ça me dépasse. Oui. Alors, donc, après, je vais aller à la fac. Ils n'ont qu'à assumer leur connexion. Moi, j'ai fait plus que je n'ai pu. Alors, et donc, je disais, s'il vous plaît. Je disais, des fois, il sursoit à toute décision, c'est-à-dire il renonce au partage des bénéfices, parce que la décision, elle est prise à la majorité. La majorité, c'est-à-dire c'est une décision qui va s'imposer aux minoritaires. Alors ici, d'accord, pour pousser certains minoritaires à partir, à quitter la société et donc à vendre leur part sociale, qu'est-ce qu'on fait? On les fait un petit peu, on les empêche de toucher les parts de bénéfices, d'accord? Comment? En disant non, cette année, on va mettre les bénéfices en réserve. D'année en année, d'accord, certains associés ont été se plaindre au juge et dire, d'accord, monsieur le juge, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à chaque année, quelle que soit la situation de la société, même s'il n'y a pas d'urgence, même s'il n'y a pas de difficulté, chaque année que Dieu fait, l'Assemblée générale décide les bénéfices réalisés comme réserve. Alors les juges avaient fini par leur donner raison. Ils ont dit l'Assemblée générale n'a pas le droit de faire ce genre de comportement. Si elle le ferait, ce comportement serait considéré comme étant abusif. Donc ça va engager la responsabilité de l'Assemblée générale. Donc ici, le juge a ordonné l'Assemblée générale à procéder à la distribution des bénéfices et à éviter ce genre de comportement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, une société, c'est toujours un rapport de force. C'est un rapport de force et la force, je l'ai à travers quoi? Plus je suis détenteur de capitaux au sein de la société, plus je peux dicter ma volonté au sein de cette société. C'est pour cela qu'on veut pousser certains minoritaires à partir. S'ils partaient, ce sont ceux-là même présents qui vont acheter leur part sociale ou leurs actions et ça va augmenter leur part, leur puissance, si vous voulez, au sein de la société. Alors ça, c'est un petit peu les petits travers qu'on peut rencontrer dans le cadre du partage des bénéfices. Il y a aussi le gros risque, c'est que des fois, il n'y a pas de bénéfice et les dirigeants font croire à l'existence d'un bénéfice. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont un petit peu jouer sur les livres comptables, soit ils vont passer sous silence quelques dettes de l'entreprise, soit qu'ils vont anticiper sur des recettes à venir de manière à faire apparaître un exercice bénéficiaire et pousser un peu l'Assemblée générale à procéder à la distribution d'un dividende. Sauf que ce dividende n'est pas réel. Sauf qu'il n'est pas réel parce que la société n'a pas réalisé de bénéfices. Elle n'a pas réalisé de bénéfices et l'argent qu'ils sont en train de partager, ils sont en train de le puiser dans le capital social en dépit et malgré sa fixité, malgré son caractère intangible. Tout ceci, d'accord, au désavantage de qui? Au désavantage des créanciers sociaux. C'est pour cela que la loi a dit, d'accord, il est interdit de pratiquer cette distribution de dividendes fictifs. Et les responsables, les personnes qui étaient impliquées dans cette opération de dividendes fictifs risqueraient des peines pénales très lourdes de conséquences, c'est-à-dire des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 2 années de prison, d'accord, et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dirhams d'amende, d'accord. Donc ici, la sanction, elle est connue, et bien sûr, il y a civilement des sanctions, bon, je ne vais pas vous encombrer outre mesure, très bien. Alors, ça, c'est un petit peu les bénéfices. Maintenant, dans une société, il n'y a pas que des bénéfices. Il y a aussi ce qu'on appelle le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que quand il y a des pertes, d'accord, et qu'il va falloir ici, d'accord, la définition est claire, d'accord, qui pourrait en résulter, ça nous sous-entend que s'il y a des pertes, on devrait aussi y participer, on devrait aussi les supporter ensemble. D'ailleurs, le fait de supporter des dettes de façon collective figure parmi les avantages qu'on reconnaît à cette notion de société. Très bien. Alors ici, quand il s'agit un petit peu de dette sociale, il va falloir faire la différence entre ce qu'on appelle, d'accord, les dettes, d'accord, une dette ou un exercice déficitaire, d'accord, et une dette sociale. Alors, c'est quoi un exercice déficitaire? L'exercice déficitaire, c'est quelque chose de transitoire. Ça veut dire que pour l'exercice 2020, suite à la pandémie, la société n'a pas réalisé de bénéfices. On le
même si elle a des pertes, elle va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le report à un déficitaire à l'exercice prochain. C'est une conjoncture, ça arrive l'année prochaine certainement qu'elle pourra passer le cap. Très bien. Alors il y a dette sociale, d'accord, dette sociale lorsque la société est tombée en cessation de paiement. Il y a dette sociale lorsque la société est tombée en cessation de paiement et que pour payer les créanciers de la société, payer les créanciers de la société, on va devoir entamer le capital social. On va devoir entamer le capital social. Ici, c'est l'ultime recours. Bien sûr, entre le fait pour une société d'avoir des difficultés, d'accord, d'être tombée en cessation de paiement et le fait qu'il faille recourir au capital social, il y a toujours un intermédiaire. Il y a la phase du redressement judiciaire, c'est-à-dire la loi permet aux sociétés en difficulté de plaider leur redressement devant un juge, c'est-à-dire ils vont essayer de donner des garanties et rassurer leurs créanciers, ils vont essayer de prévoir un plan de redressement. Bien sûr, tout ceci se plaide devant le juge. Le juge peut soit accorder le redressement, soit ne pas l'accorder. Il va l'accorder lorsque il y a des signes probants un petit peu d'une reprise et que les créanciers un petit peu, d'accord, vont jouer le jeu et que les garanties sont solides, d'accord. Le redressement ne va pas être accordé par le juge, d'accord, ne va pas être accordé par le juge s'il estime que la situation est très compromise et aucune volonté aucun travail, d'accord, ne pourrait sauver la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'entreprise, d'accord. Donc ici, on suppose que, oui. Ah oui, redressement, c'est un petit peu, on va donner une nouvelle chance à l'entreprise. C'est-à-dire, on va faire patienter les créanciers. On va faire amener des personnes étrangères, des personnes nommées par le juge qui vont, eux, gérer la société, d'accord? Essayer de voir ce qui ne va pas, ils vont l'auditer, ils vont voir ce qui ne va pas, ils vont changer un peu les opérations de management, d'accord, pour essayer de redresser, c'est-à-dire lui faire reprendre un peu, reprendre des forces, si vous voulez, la redresser, la faire revivre, la redynamiser, lui redonner vie, si vous voulez, à travers des opérations plus ciblées, en essayant de reporter, de faire patienter certains créanciers, en essayant de demander d'autres crédits. Vous comprenez, pour qu'elle puisse se redresser et émerger à nouveau, d'accord. Généralement, le redressement, le juge fixe un délai, d'accord, et vous plaidez ça devant le juge. Plus vous êtes en mesure de donner des garanties des solides, plus le redressement peut aller jusqu'à 10 années. C'est-à-dire pendant 10 années, vous allez reprendre les méthodes de management, vous allez reprendre vous allez changer un peu les dirigeants, d'accord, pour essayer que la société refasse flot, d'accord, pour qu'elle puisse reprendre vie, si vous voulez, d'accord. Ça, c'est le redressement. Le redressement, il est encadré, il se fait sous le contrôle d'un juge commissaire. C'est lui un peu qui supervise ce genre d'opération. Alors, ça, c'est le redressement, d'accord. Alors, je vous en prie, avec plaisir. Alors, donc, ça, c'est le cours vous avez en 3e année un cours qui s'appelle droit des affaires. Généralement, on devrait vous faire ce genre de choses. Alors, et donc, je disais, s'il vous plaît, il y a aussi, on suppose que le redressement n'a pas échoué, ou on suppose que la situation de la société était tellement compromise qu'aucun des redressements, avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut rien faire. Et donc ici, le juge a ordonné la liquidation de la société. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va liquider la société, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le liquidateur va réunir les éléments d'actifs, d'accord, pour payer les éléments du passif. Bien sûr, si les éléments de l'actif ne sont pas suffisants, il va aller entamer le capital social. Alors, c'est pour cela, justement, que le capital social, la loi le préserve, la loi le protège, le met au passif du bilan, justement, pour que c'est l'ultime recours. C'est-à-dire les créanciers de la société, s'ils n'ont pas été payés, ils auront le droit de saisir les apports effectués par les associés. C'est-à-dire qui a donné 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, 500 000 dirhams, le terrain, tout ceci va être utilisé pour payer les créanciers de la société. C'est à ce moment-là qu'on parle de participation ou contribution aux pertes. C'est ça à ce moment-là qu'on parle de contribution aux pertes. Donc ici, quand je fais partie d'une société à risque limité, genre société anonyme ou société à responsabilité limitée, si la société a des difficultés,
C'est-à-dire si elle est tombée en cessation de paiement et que le juge a ordonné sa liquidation parce qu'il n'y a pas moyen de la redresser, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de perdre l'argent que j'ai investi. C'est-à-dire si j'ai donné 20 000 ou 200 000 ou 500 000, c'est la pire des choses qui puissent m'arriver. C'est-à-dire on va reprendre mon apport. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on le reprendrait? Parce qu'il a constitué quoi? Le capital social, lequel capital social constitue la garantie exclusive, d'accord? Le mot exclusive a son sens. Exclusive des créanciers de la société, des créanciers de la société. Donc ici, ceux-là même, ils vont pouvoir saisir l'argent qui compose le capital social ou les biens d'une façon générale qui composent le capital social. Très bien. Maintenant, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a moyen, dans des sociétés à risque limité, est-ce qu'il y a possibilité de voir la responsabilité des dirigeants, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou le gérant d'une société à responsabilité limitée? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a moyen des fois de voir engager la responsabilité des membres du conseil d'administration, c'est-à-dire ceux qui prennent les décisions, ou la responsabilité personnelle du gérant? Vous avez compris, ici, dans une société à risque limité, la pire des choses qui puissent arriver, d'accord, à un associé, c'est de perdre son apport. D'accord. Mais pour les créanciers, des fois, c'est pas assez. Pour les créanciers, d'accord, les créanciers de la société, bien sûr, ils vont pouvoir saisir le capital social, mais des fois, les éléments qui composent le capital social ne suffisent pas à payer tous les créanciers, d'accord? Il reste encore créanciers de la société. La question on se pose ici, est-ce qu'il y a moyen pour ces créanciers d'une société tombée en cessation de paiement, genre société à risque limité, est-ce qu'il y a moyen pour eux d'aller saisir le patrimoine personnel des dirigeants sociaux? Est-ce que les dirigeants d'une SARL, genre un gérant ou les administrateurs de sociétés anonymes, est-ce qu'ils peuvent voir leur patrimoine personnel, c'est-à-dire leurs biens personnels et familiaux engagés quand une société tombe en cessation de paiement? La réponse oui. La réponse oui, d'accord, si ils ont commis ce qu'on appelle une faute de gestion. Si par exemple, parce qu'ils ont commis un enchaînement de fautes et que cet enchaînement de fautes a été la cause et le motif qui a poussé à la faillite de la société, ici, les créanciers de la société, s'ils arrivent à démontrer cette faute, et le lien de cause à effet qu'il y a entre la faute et la défaillance de la société et son cessation de paiement, et donc sa liquidation, ils ont le droit d'engager le patrimoine personnel, des dirigeants sociaux. D'ailleurs, cette décision a été prise, d'accord, il y a quelques 2 ou 3 années, dans l'affaire de la Samir. Dans l'affaire la Samir que tout le monde connaît, d'accord, les juges avaient ordonné l'extension du passif de la société Samir à société anonyme, d'accord, d'économie mixte, d'accord, société anonyme, d'accord, ils ont ordonné l'extension du passif social sur le patrimoine personnel des dirigeants sociaux parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait faute dans la gestion, qu'il y avait négligence, lesquels cumuls de fautes et de négligence ont entraîné la faillite, d'accord, de la société Samir. Vous suivez, s'il vous plaît? Vous êtes là? Oui, madame. Vous arrivez à comprendre, s'il vous plaît? En principe, dans les sociétés anonymes à responsabilité limitée, la responsabilité, elle est limitée à l'apport. C'est-à-dire en cas de dette sociale, c'est-à-dire si la société est tombée en cessation de paiement, d'accord? Très bien, merci. Alors, si la société est tombée en cessation de paiement, ici, qui va devoir payer, c'est le capital social. Mais des fois, le capital social, il n'est pas très suffisant. Il ne peut pas suffire à toute la masse des créanciers de la société. D'accord? Certaines, d'accord, croyez-moi, ils vont pas se croiser les bras et dire Masha'Allah, Amen. Non, non, ils vont essayer de trouver la solution. Pour trouver la solution comment? Pour engager le patrimoine personnel des dirigeants. D'accord? La solution, elle est donnée par la loi. La faute de gestion engage
engage la responsabilité du dirigeant social. La faute de gestion, donc ils vont essayer de voir un peu le comportement fautif du dirigeant et aller jusqu'à engager son patrimoine personnel. Son patrimoine personnel, et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a été acté à l'occasion de l'affaire La Samir à Mohammedia, que vous connaissez certainement. Les juges, d'accord, il y a 3 années exactement, avaient constaté qu'il y a des fautes de gestion, qu'il y avait des négligences. Ils avaient ordonné l'extension, ils ont étendu le passif de la société sur le patrimoine personnel des dirigeants de la société, sur le patrimoine personnel des dirigeants sociaux. Très bien. Alors ça, c'est un peu quand il y a passif social. Très bien. Ça, mais cette façon, d'accord, cette dette sociale, cette façon un peu de répondre à la dette sociale, elle est propre aux sociétés à risque limité. Mais d'accord, il y a aussi les sociétés à risque illimité. D'accord, dans les sociétés à risque illimité, ce sont les sociétés dans lesquelles les associés sont responsables personnellement et solidairement. D'accord, c'est le genre société en non collectif. La société en non collectif, c'est une variété de sociétés de personnes. C'est l'exemple type des sociétés de personnes. La société en non collectif, c'est une société qui réunit que des associés commerçants ayant le statut de commerçant. C'est une société pour laquelle la loi n'exige aucun capital social minimum. D'accord, mais la loi n'exige pas de capital social minimum, mais elle dit attention, en cas de dette sociale, on est d'accord, la dette sociale n'étant pas un exercice déficitaire. En cas de dette sociale, le créancier de la société, ceux qui ont traité avec la société personne morale, société en non collectif, d'accord, société de personnes à risque illimité, d'accord, si dans le patrimoine de la société est insuffisant pour les payer, ils vont pouvoir saisir le patrimoine personnel, d'accord, les biens personnels de l'un parmi les associés, parce qu'ils sont responsables personnellement et solidairement. Souvenez-vous, j'avais parlé de cela quand j'avais évoqué la situation un peu de la solidarité qui se présume entre commerçants. La solidarité se présume entre commerçants, d'accord? Elle se présume de façon irrévocable dans les sociétés en non collectif, c'est-à-dire même si dans les statuts ils ont cherché à atténuer cette solidarité, elle jouerait quand même bien parce qu'elle est impérativement prévue par la loi au profit des créanciers des sociétés de personnes. Les sociétés de personnes, ce sont des sociétés à risque illimité dans lesquelles vous êtes responsable comment? Personnellement et solidairement. C'est-à-dire au-delà du patrimoine de la société, s'il n'est pas suffisant, le créancier de la société aura le droit de saisir votre patrimoine personnel s'il estime que vous êtes le plus solvable parmi les autres co-associés. Très bien. C'est bon ici, s'il vous plaît? Ça, ce sont les sociétés à risque illimité, à ne pas confondre avec les sociétés à risque limité. D'ailleurs, on le dit, société à responsabilité limitée. Limitée à quoi? D'accord? Limitée à quoi? Limitée à l'apport effectué. Lequel apport effectué va constituer ce qu'on appelle le capital social. Lequel capital social figure au passif du bilan. Pourquoi? Parce que c'est la garantie quoi? C'est la garantie des créanciers sociaux. La loi le préserve justement pour ce genre de situation. En cas de faillite de la société, les créanciers pourraient, d'accord, se retourner et saisir le patrimoine, enfin saisir le capital social. Ça, c'est un petit peu le partage des bénéfices, d'accord, et la contribution aux pertes. Très bien. Alors, mais ici, la contribution aux pertes n'intervient que lorsqu'il y a cessation de paiement, c'est-à-dire il y a des pertes, c'est-à-dire il y a des dettes, pas un exercice déficitaire, d'accord? Alors, reste le dernier élément nécessaire pour créer une société, c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis. Comme vous le constatez, c'est du latin, d'accord, c'est du latin, sachant que le droit, un petit peu chronologiquement, beaucoup de règles juridiques ont été initiées un petit peu de l'époque romaine, etc. Très bien. Alors donc ici, l'affectio societatis, c'est quoi? C'est un petit peu l'élément intentionnel. Vous savez, le contrat de société, c'est pas comme un contrat de vente. Vous comprenez? Par exemple, un contrat de vente, c'est un contrat, d'accord, c'est un contrat,
il met en relation un vendeur et un acheteur, sauf que le vendeur et l'acheteur, ils n'ont pas le même objectif, ils n'ont pas la même finalité, ils n'ont pas la même aspiration. Par exemple, le vendeur, il souhaiterait vendre au prix le plus fort et l'acheteur voudrait vendre au prix le plus faible, d'accord? C'est pour cela que ici, dans le contrat de vente, les intérêts sont contradictoires. Contrairement à cela, d'accord, dans un contrat de société, les intérêts ou le but recherché des uns et des autres, c'est le même objectif, c'est-à-dire permettre à la société de durer, permettre à la société de prospérer, permettre à la société de rester encore et encore le plus longtemps possible, d'accord, permettre à la société à aller de l'avant, à mieux s'implanter. C'est ça un petit peu cet esprit sociétaire, cet esprit d'équipe, cette harmonie qui doit un petit peu régner entre les membres d'une société. Vous comprenez? D'accord? Par exemple, dans une société, c'est à l'image d'une démocratie. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'une décision a été prise par la majorité, la minorité devrait l'appliquer. D'accord? Il ne devrait pas y avoir des frictions à n'en pas finir. Bien sûr, la loi a doté la minorité de moyens un peu pour la protéger. Il y a ce qu'on appelle les minorités de blocage, etc., etc. Donc, ils ont aussi les moyens un peu pour se faire que cela aboutisse à des rivalités entre les clans. Non, il faut qu'il y ait une cohésion, des relations apaisées, un intérêt commun à défendre, c'est-à-dire quoi? Permettre à la société de se maintenir, de se perpétuer, de rester encore et encore le plus longtemps possible et en bonne santé financière et économique. Très bien. Ça, c'est un peu cet animus societatis, c'est l'esprit sociétaire. D'accord? Alors, c'est un esprit qui doit accompagner la société pendant toute sa durée de vie, d'accord? C'est un sentiment, comme on dit, un sentiment de longue haleine. C'est un sentiment qui doit être perceptible dans toutes les étapes de vie de la société, c'est-à-dire dès qu'il commence à s'effriter, dès qu'il commence à s'affaiblir, dès qu'il n'y a plus cette cohésion, dès qu'il n'y a plus cet esprit d'équipe, dès qu'il n'y a plus cette volonté de se réunir, de prendre une décision dans la sérénité, sachez que la fin de la société ne saurait tarder. D'accord? Parce qu'il y a ici, on dit l'affection sociétative, c'est un petit peu, c'est comme le ciment qui lie un peu qui donne de l'ossature, qui donne de la solidité à la société. Bien sûr, c'est imagé. D'accord? C'est une image. D'accord? Donc, c'est le ciment qui permet un petit peu aux parties, d'accord, composant la société de se maintenir. Ça lui donne corps, ça lui donne une solidité, mais ce ciment doit être entretenu, doit être maintenu, doit être préservé. S'il s'effrite, s'il commence à s'effriter, à se casser, la chute ne saurait tarder, la fin de la société ne saurait tarder, dans la mesure où la loi a prévu une issue de sortie. Par exemple, lorsqu'il n'y a plus d'entente entre les membres de la société, lorsqu'il n'y a plus moyen de réunir une assemblée générale, lorsqu'il n'y a rien qui marche dans la société, c'est dommage de la laisser comme ça en train de vivoter. La loi permet à tout un chacun qui souhaiterait quitter cette embarcation en dérive, la loi leur permet de quoi? D'aller vers le juge et de demander quoi? La dissolution de la société. Je reviens pour mieux expliquer. La dissolution de la société pour juste motif. Ici, c'est moi, par exemple, je constate que rien ne marche dans la société. Je constate qu'à chaque fois qu'il y a une assemblée générale, plus personne n'arrive. Donc, il n'y a plus le quorum pour prendre la décision. Donc, c'est les décisions qui sont jamais prises. Je constate que plus personne ne s'inquiète de ce qui se passe dans la société. Je constate qu'il y a des frictions à n'en pas finir. D'accord? Donc, je constate que mon argent est en train de perdre de sa valeur et c'est mon droit le plus absolu. Aller vers le juge, aller demander le juge, monsieur le juge, je demande quoi? La dissolution. C'est-à-dire, c'est le juge qui va mettre un terme à la vie de la société, il va dissoudre la société, il va demander la dissolution de la société. Pourquoi va-t-il vous demander la dissolution? Je demande la dissolution de la société pour juste motif. C'est quoi ce juste motif? Absence d'affectio societatis, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus cet entendement, dès qu'il n'y a plus cet esprit d'équipe et égalitaire, dès qu'il n'y a plus cette cohésion qui devrait être l'âme de toute société et l'essence de toute société, n'importe qui parmi les associés peut aller vers le juge et demander quoi? La dissolution
Hein, c'est le juge qui va mettre un terme à la vie de la société. Il va dissoudre la société. Pourquoi? Pour juste motif. C'est quoi le juste motif? Absence d'affectio societatis. Absence d'affectio societatis, très bien. Donc, avec l'affectio societatis, nous avons fait le tour des éléments de fond qui constituent les piliers sur lesquels on va baser une société de quelque sorte qu'elle soit, une société anonyme ou société à responsabilité limitée ou SNC, de quelque ordre qu'elle soit, toutes les sociétés supposent 4 piliers. Ça suppose un accord de volonté, ça suppose la mise en commun d'apports, ça suppose la réalisation de profits, partage de bénéfices et contribution aux pertes, et ça suppose l'élément intentionnel, la volonté. D'accord, le ciment, si vous voulez, c'est l'affectio societatis. L'affectio societatis, très bien, très bien. Mais comme je l'ai dit avant, comme je l'avais dit avant, une société, ce n'est pas que des conditions de fond. La société, c'est l'exemple type du contrat formaliste. C'est un contrat très formaliste. Ça exige beaucoup de formalités. Des formalités qui sont prévues de la société. La société ne pourra même pas être établie, d'accord? Alors, les conditions de fond sont tout aussi obligatoires à la formation de la société et prévues sous peine de nullité. À travers quoi on se manifeste ces formalités? D'abord par les statuts. Toutes les sociétés, quelle que soit leur importance, petite ou grande, supposent et exigent impérativement l'établissement par écrit des statuts, d'accord? Les statuts établis par écrit. C'est un peu ce qu'on appelle un pacte social. Un pacte, vous savez, le pacte, c'est mitzar. Le pacte, c'est plus fort que le contrat. D'accord? Le pacte social, c'est-à-dire quelque chose à laquelle on va adhérer. D'accord? Il a été certes formé par les fondateurs de la société, ou établi par les fondateurs de la société, mais en cours de vie sociale, au bout de 20 ans, 50 ans, 60 ans, moi, quand je prends part à cette société, je vais adhérer à ces statuts. Je vais adhérer à ce pacte. Ce pacte qui a été initialement établi par les fondateurs. Donc, ici, les statuts doivent être établis impérativement par écrit. Impérativement par écrit, c'est-à-dire, mais la loi nous donne le choix. Nous donne le choix, elle nous dit soit un acte authentique, ça peut être soit un acte authentique, c'est-à-dire un acte qui est établi par un notaire, par un avocat conseil, par des experts comptables aussi les font, un acte authentique, ou par un acte sous signature privée, c'est-à-dire directement les parties sont passées par un professionnel, les parties ont établi, d'accord, entre elles, ils sont arrangés, ils ont renseigné toutes les conditions obligatoires que la loi exige de faire apparaître sur les statuts, sans savoir la nature de la forme de la société, la dénomination sociale, le siège social, le capital social, les parts sociales, le nominal de l'action ou de la part sociale, tout ceci doit impérativement, ce sont des conditions obligatoires, très bien. Donc ça, ce sont les statuts. Qu'est-ce que je dois retenir? C'est qu'ils doivent être établis impérativement par écrit. D'accord? Et c'est une condition de forme impérative. On ne peut pas imaginer une société sans statut. D'accord? Très bien. Et non seulement ils doivent être établis par écrit, ils doivent ici être signés par tous les associés. Ils doivent être signés par tous les associés, bien sûr, ceux qui étaient présents au moment de la formation de la société. Mais après, ceux qui adhèrent, ils prennent le train en marche, d'accord? Ils prennent le train en marche, ils sont censés, ils y adhèrent, ils n'ont pas besoin de les signer. Très bien. Alors, vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien, merci. C'est bon, il n'y a pas de problème aujourd'hui, je l'espère. Touchons le bois. Alors maintenant, les statuts qui doivent être établis par écrit doivent comporter ce qu'on appelle des mentions obligatoires, c'est-à-dire des mentions obligatoires, c'est-à-dire la nature, la forme de la société. Il a été décidé de créer une SA. C'est-à-dire déjà, vous dites, d'accord? Très bien. Alors, déjà, vous dites la forme de la société. Il a été décidé la création d'une SA. Il a été décidé la création d'une SAS, une société par action simplifiée ou société anonyme simplifiée. D'accord? Alors, au capital de... D'accord? Vous dites capital de 100 000, 10 000, 20 000, 500 000, 1 million, 3 milliards, peu importe, d'accord? Vous déclinez le capital divisé en
part sociale ou en action d'une valeur nominale de 100 dirhams, 10 dirhams, si les sociétés, pour les sociétés cotées en bourse, 1000 dirhams, 2000 dirhams, 1100, 500, ça dépend. C'est le nominal de l'action, d'accord, divisé en part sociale ou en action d'une valeur nominale, c'est ce qu'on appelle la valeur d'émission, d'accord, répartie comme suit, Madame Aziza avait tant, Monsieur Smaïl, etc., etc. Plus à donner détient 50% du capital social, vous comprenez, donc on décline un peu la répartition du capital social et le nom des actionnaires ou des associés, très bien. Et aussi, un petit peu, vous dites un peu l'objet social, hein, c'est très important, l'objet se propose les opérations d'import et d'export et toutes les activités, la chute, se rapprochant de loin ou de près de l'activité principale. Il y a toujours laissé une sortie, c'est-à-dire laisser un peu une ouverture pour pouvoir s'adapter aux conjonctures à la conjoncture économique, parce que, vous savez, la conjoncture elle va devoir le faire maintenant avec le numérique et avec un peu l'intelligence artificielle. Les économies vont être dans un perpétuel chamboulement. C'est pour cela que l'objet social doit être établi d'une façon avec une ouverture finale. Très bien. Alors, bien sûr, une fois qu'on a renseigné les mentions ou les dispositions obligatoires, d'accord, on va, bien sûr, les statuts, on les a établis par écrit, par les soins peut-être d'un notaire ou d'un juriste. On a assuré qu'il y avait les mentions obligatoires. Bien sûr, la loi ici va vous obliger à faire publier les mentions obligatoire et nécessaire. C'est-à-dire, vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les statuts publiés dans les journaux, on en voit tous les jours dans les quotidiens, genre la vie économique, vous en voyez certains, l'économiste le matin, etc. Généralement, en milieu de page, qu'on appelle les annonces classées, il y a souvent un peu l'annonce de création de société, vous voyez l'étude de maître X, le cabinet d'experts comptables Y, etc., qui annonce au public, c'est-à-dire annoncer tous les statuts, annoncer juste les informations clés qu'un tiers a intérêt à savoir, c'est-à-dire la forme de la société, le capital social, la dénomination, le siège social, la composition du capital social, d'accord, est-ce que le capital social a été intégralement souscrit, libéré, etc., etc., c'est-à-dire ce qu'un tiers a intérêt à savoir. Maintenant, le détail, et parce qu'il y a beaucoup de choses, l'investissement, comment se fait l'investissement, etc., etc., c'est d'autres choses qui restent un petit peu secrètes entre les partenaires, tout simplement. D'accord? Mais ici, publier aux yeux et aux yeux de tout le monde, généralement, elle vous oblige à faire la publication pendant 3 jours, d'accord, à vos frais, d'accord, dans des quotidiens nationaux, c'est-à-dire pendant 3 jours, vos statuts devraient apparaître, je ne sais pas, sur le journal Le Monde, la Haddad, peu importe, c'est-à-dire pendant 3 jours, libre à vous de choisir les quotidiens dans lesquels vous voudriez que vos statuts apparaissent selon un petit peu le public ciblé, tout simplement. Très bien. Alors, vous avez publié les statuts pendant 3 jours et à vos frais dans des quotidiens nationaux. Et aussi, d'accord, vous allez devoir déposer les statuts, bien sûr, tout ça, c'est des copies des statuts, au greffe, d'accord, du tribunal de commerce, d'accord. C'est-à-dire, vous allez déposer les statuts auprès d'un tribunal de commerce. S'il n'y en a pas un tribunal de commerce, vous allez vers un tribunal de première instance parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de tribunaux de commerce au Maroc. D'accord, vous déposez une copie des statuts. Pourquoi ceci? Au registre de commerce, d'accord, pour que vous puissiez avoir votre RC, registre de commerce, numéro, etc., etc. Parce que, d'accord, vous savez un peu, la loi dit, d'accord, pour les sociétés, une société n'accède à la personnalité juridique, c'est-à-dire la société ne devient un acteur indépendant. La société alpha, avec son siège social, sa nationalité, son capital propre, son patrimoine propre, ses propres créanciers, ses propres débiteurs, elle ne devient acteur indépendant. Elle ne devient acteur indépendant que... Vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, très bien. Alors, elle ne devient... Il y a quelqu'un qui s'amuse à barrer des petites choses. C'est pas gentil. Déjà, l'heure est grave. Maintenant, si on commence à saboter le travail des autres, c'est pas mal. Alors, et donc, je disais, s'il vous plaît.
Alors, et donc je disais ici, la société ne deviendra acteur indépendant. La société, autrement plus simplement, la société ne deviendrait une personne sujet de droit. C'est-à-dire, elle aura la personnalité juridique qu'à partir de son immatriculation au registre de commerce, d'accord? Alors, donc ici, le certificat de naissance comme acteur indépendant, comme opérateur économique indépendant d'une société, elle va l'avoir dès son immatriculation au registre de commerce, c'est-à-dire la société n'acquiert la personnalité. Elle devient acteur personne sujet de droit, d'accord, à partir de son immatriculation au registre de commerce. D'accord. Une société non immatriculée existe, mais elle n'aura pas la personnalité morale. Ça ne sera pas une personnalité juridique. Elle n'aura aucune existence vis-à-vis des tiers. Parce que les sociétés non immatriculées, il y en a. Il y a des sociétés, c'est-à-dire ça, c'est une société, c'est une façon d'organiser un partenariat. Nous, on peut décider que le partenariat reste juste entre nous. On n'a pas besoin que le tiers le sache. D'accord? On n'a pas besoin que le tiers le sache. Si on ne veut pas, on ne va pas aller vers l'immatriculation au registre de commerce. D'accord? Alors, une société non immatriculée, elle existe, mais elle n'a pas de personnalité juridique. Elle n'existe qu'entre les parties, c'est-à-dire elle est ignorée des tiers. D'ailleurs, la société en participation, c'est une société qui n'a pas de personnalité juridique. Personnalité juridique parce que les associés n'ont pas voulu la faire immatriculer. Les partenaires ont voulu juste profiter du partenariat organisé par la loi dans le cadre de ce type de société. D'accord? Alors ici, il n'y a pas donc l'immatriculation pour les sociétés normales, SARL, SA, etc., etc. D'accord? C'est-à-dire elles savent si elles veulent avoir une visibilité, avoir une personnalité juridique, être connues des tiers et pouvoir fonctionner et travailler comme acteurs indépendants, elles doivent se faire immatriculer au registre de commerce. Maintenant, des fois, des sociétés ne se font pas immatriculer. C'est une façon dont, n'oublions pas qu'une société quoi? Une société, ça permet d'organiser le partenariat. Elle permet d'organiser le partenariat, c'est-à-dire c'est-à-dire ils vont un peu mutualiser leurs capitaux, ils vont faire des opérations en commun, etc., etc. Tout ceci est organisé, structuré, sauf que ça ne concerne que les partenaires. D'accord? Ils ne vont pas pouvoir, la société ici n'aura pas de personnalité juridique. C'est bon, vous suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Je le souhaite. Très bien. Donc ici, une société, dès qu'elle s'est articulée, elle aura la personnalité morale. Elle deviendra une personne juridique. D'accord. Une fois qu'elle a cette personnalité, d'accord, elle va participer à la vie juridique en tant que sujet de droit. Comprenez? Ayant une capacité propre. C'est-à-dire la société aura ses propres créanciers, ses propres débiteurs, elle aura son propre nom, son propre patrimoine. Comprenez? Donc elle sera un acteur indépendant. Ses propres sièges sociaux, c'est-à-dire son domicile, sa propre nationalité, son propre patrimoine, ses propres créanciers, ses propres marques, ses propres produits. Elle sera un acteur indépendant, une personne sujet de droit tout simplement. Alors, donc ici, une fois qu'elle a la personnalité juridique, elle va disposer de son propre patrimoine et elle aura aussi de droits extra-patrimoniaux. Par exemple, j'ai dit ici, on a créé une société avec quelques-uns de vos camarades, on est 6. On a créé une société à responsabilité limitée, d'accord. On va se trouver en présence qu'on a fait immatriculer. Avec moi, avec 5 de vos camarades, on a créé une SARL. On va se trouver en présence de combien de personnes ici? Vous pouvez écrire la réponse. On est 6, on a créé une société à responsabilité limitée qu'on a appelée Azur. On va se présenter. Vous êtes là, s'il vous plaît? Madame, le son se coupe. Pouvez-vous répéter? Oui, madame, on n'a pas bien entendu la question. Alors, je reprends la question. Vous savez un peu, j'ai dit, une société devient un acteur indépendant à partir de quand? À partir de son immatriculation au registre de commerce. D'accord? Elle devient personne sujet de droit avec sa propre personnalité juridique, son propre patrimoine et ses propres droits extra-patrimoniaux. Très bien. Maintenant, un petit exemple. Bon, on est 6 personnes. On est 6 personnes. Nous avons créé ensemble une société à responsabilité limitée, Azur.
Sa dénomination, c'est Azur, on l'a appelé comme ça, d'accord? La question que je vous pose, on est en présence de combien de personnes ici? 6 personnes ont créé une société Azur. Il y a combien de personnes ici? Écrivez la réponse ou vous prenez le micro. Vous êtes là? Oui, madame, mais nous sommes 6 personnes, nous sommes 6 associés, c'est ça? Oui, oui, 6 associés que vous avez créé une société Azur. On va se trouver on présente combien de personnes ici? Donc, il y a une personnalité juridique déjà. Oui, la société, c'est une personne juridique, très bien. Alors, ça va faire combien de personnes? Hein? Une personnalité morale. Oui, voilà, elle a la personnalité juridique, c'est une personne morale, très bien. Il y a combien de personnes ici? Donc, une seule personne, non? Il y a 7 personnes, parfait. Il y a 7 personnes, il y a les associés, qui sont des personnes sujets de droit, ils gardent leur personnalité. Il y a aussi la personnalité morale, la personne morale qu'ils ont créée, et qui est une personne morale qui a la personnalité juridique à partir de quand? De son immatriculation au registre de commerce, très bien. Donc, il y a 7 personnes. Et combien de patrimoine? 7. Parfait, très bien. Donc, tout ça pour vous dire, c'est pas quand j'adhère à une société, je donne juste une partie de mon patrimoine, mais je garde d'autres biens. Il y a cette patrimoine, il y a cette personne, et tout ceci, c'est des choses qui sont autonomes et indépendants les uns des autres, d'accord? C'est-à-dire, autrement dit, mes créanciers, c'est-à-dire mes créanciers personnels en tant qu'associés de la société, est-ce qu'ils peuvent saisir le patrimoine de la société? Est-ce qu'ils peuvent saisir l'un des éléments qui appartient à la société, monsieur? Sachant qu'il y a 7 personnes, 7 patrimoines autonomes et indépendants. Mes créanciers personnels, c'est-à-dire la personne qui a, je ne sais pas, qui a repeint ma maison, est-ce qu'il a le droit, si je ne le payais pas, est-ce qu'il va pouvoir saisir le patrimoine de la société Azur? Non, je pense pas. Non, pas du tout, parce qu'il y a autonomie et séparation. Voilà, c'est ça ce que je voulais, d'accord? Non, très bien, très bien. Donc, parce qu'il y a une séparation entre les personnes et les patrimoines. Donc ici, elle a son propre patrimoine qui est autonome et séparé, d'accord, du patrimoine de ses membres. Elle a ses propres créanciers, ses propres débiteurs, très bien. Une société aussi, elle peut agir en justice. Elle peut agir en justice, d'accord, pour défendre ses intérêts devant les juges, d'accord. Elle peut agir en justice pour défendre, elle en dit qu'elle a le droit d'ester en justice, d'accord, parce qu'elle a la personnalité juridique, bien sûr, qui représenté dans cela, que ça va être les dirigeants sociaux, le gérant ou le président du conseil d'administration, c'est lui qui va agir au nom et pour le compte de la société. Il y a aussi, alors au-delà de son patrimoine, il y a aussi ses droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire les droits qui n'ont pas de valeur pécuniaire. Alors les droits extra-patrimoniaux, toutes les sociétés doivent avoir ce qu'on appelle une dénomination sociale. La dénomination sociale, c'est l'appellation ou le nom sous lequel une société est connue ou dans le cadre duquel elle exerce son activité ou sous le nom duquel elle est connue de ses tiers. C'est-à-dire, je fais mes courses A, j'ai acheté ça chez, j'ai l'habitude de me rendre au, c'est-à-dire il y a une appellation, une une société va être connue de ses clients. Ça lui permet de rallier de la clientèle, ça lui permet de se distinguer des autres, très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la dénomination sociale. La dénomination sociale, la loi dit, elle doit figurer dans le statut, d'accord. Toujours, on doit dire, il a été créé, d'accord. On donne immédiatement une société, on lui donne le nom, Azur, Alpha, je ne sais pas combien, d'accord, Fast Plus, etc., etc. On donne un nom, d'accord, pour distinguer la société des autres sociétés. Bien sûr, on traitera du fonds de commerce, c'est-à-dire à la rentrée, après la semaine des vacances, d'accord. Il faut demander ce qu'on appelle un certificat négatif. Un certificat négatif, c'est-à-dire tout simplement une attestation qui dit que, par exemple, l'appellation Azur qu'on aura choisie n'est pas déjà utilisée par un autre commerçant exerçant une activité similaire pour éviter qu'il n'y ait confusion dans l'esprit des clients. Voilà. Voilà, ne doit pas créer de confusion dans l'esprit des clients, ni être contraire à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, très bien. Et aussi, la dénomination sociale n'est pas émue. Vous pouvez la changer, très bien. Alors,
ça, c'est un peu l'un des droits extra-patrimoniaux, d'accord? Une société aussi a ce qu'on appelle le domicile. Nous avons des domiciles, nous, les autres personnes physiques. Les sociétés personnes morales, elles ont ce qu'on appelle le siège social. C'est un peu leur domicile. C'est le lieu du principal établissement de l'entreprise. Le siège social, c'est un peu l'endroit où se réunissent les organes d'administration. C'est l'endroit où sont prises les décisions qui engagent la société. C'est l'endroit où sont classées tout simplement les archives comptables. C'est-à-dire, même si votre unité de production, je ne sais pas, 2 hectares vers Barchid ou sur Ain Sba, et que vous avez juste un petit 40 mètres carrés sur l'avenue Hassan II, alors le siège social, ça va être l'avenue Hassan II, d'accord, et pas la grande unité de production. C'est comme ça, la loi, c'est le lieu du principal établissement de l'entreprise, là où se réunissent les organes d'administration, là où sont archivés un peu les documents de la société, d'accord, tout simplement. Ça, c'est le siège social. Le siège social, un petit peu, il est très important. Le siège social, il détermine la nationalité déjà de la société, parce qu'en droit marocain, on dit du pays dans lequel elles ont leur siège social. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de multinationales. Multinationales parce que généralement, là où elles vont s'implanter, d'accord, implanter leur activité, elles vont devoir ouvrir un siège social. Par exemple, on va aller vers, je ne sais pas, Coca-Cola, elle a son siège social au Maroc, elle a un autre siège social en France, elle a un autre siège social dans tous les pays dans lesquels elle est commercialisée et fabriquée. D'accord. Et c'est pour cela qu'on parle de multinationales. Elles ont plusieurs nationalités. Bon, autant diversifiés en fonction un peu de leur lieu d'implantation, très bien. Alors, donc ici, c'est important. En droit marocain, on le retient, la société a la nationalité de son siège social. Toutes les sociétés qui ont leur siège social implanté au Maroc, elles ont la nationalité marocaine. D'accord. Et aussi, elle détermine un peu, le siège social détermine le tribunal compétent. C'est-à-dire, quand vous voulez attaquer une société, vous allez devoir l'attaquer devant le tribunal le plus proche de son siège social. C'est-à-dire, on va l'attaquer du tribunal du ressort dans lequel se trouve son siège social. Très bien. Ça, c'est pas très important. Alors, il y a aussi l'autre élément, c'est la nationalité, très bien. La nationalité en droit marocain, car la société a la nationalité du pays dans lequel elle a son siège social. C'est-à-dire toutes les sociétés qui ont leur siège social ici au Maroc, qui se sont implantées, qui ont ouvert, je ne sais pas, une antenne ou une représentation ici au Maroc, elles ont la nationalité marocaine. Ce sont des sociétés de droit marocain. On va leur appliquer les textes de loi marocains, la législation marocaine. C'est pour cela qu'à chaque fois que le besoin se fait sentir, parce que l'investisseur étranger, quand il vient s'installer au Maroc, il sait qu'il va être soumis à la loi marocaine. C'est pour cela que s'il y a un domaine dans le domaine des droits des affaires, d'ailleurs, tout récemment, on est en train d'ailleurs de passer devant le Parlement un projet de loi pour changer un peu la loi sur les sociétés anonymes et un peu créer une nouvelle forme de société, la SASU, la société anonyme simplifiée d'associés uniques, la SASU. Donc ici, pour vous dire un peu, parce que ici, l'investisseur étranger, quand on veut s'implanter au Maroc, il sait qu'il va être soumis à la législation marocaine. C'est pour cela qu'on essaie à la fiscalité marocaine, au droit. Pour cela, on essaie d'améliorer un peu l'arsenal juridique, d'accord, les textes de loi pour que le pays devienne compétitif, parce que la compétition, elle se fait à plusieurs échelles, notamment à travers la législation. C'est pour cela qu'on a refondu, dès qu'on a commencé les privatisations, on a refondu tout le droit des affaires de façon générale. Alors, vous suivez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, madame. Ouais. Et après, il y a la société, bon, elle a sa nationalité, comme j'ai dit, elle a aussi la société doit avoir une durée de vie. La durée de vie d'une société est limitée au maximum, c'est 99 ans renouvelables. C'est-à-dire, mais avant l'expiration, les associés doivent être consultés pour savoir si la société sera, oui ou non, prolongée. C'est-à-dire, c'est pas en tacite reconduction. Oui, c'est comme ça. 99 ans, oui, pourquoi pas. 99 ans, ouais, c'est toujours, vous savez,
savez, je sais pas pourquoi, mais jamais on affiche si vous faites attention, par exemple, même pour afficher un prix, les articles qui coûtent presque 100, on va mettre 99 euros, 99,99. D'accord, vous comprenez? Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un chiffre qui fait peur ou je ne sais pas quoi. D'accord, si vous faites attention, en affichant les prix, il ne met jamais 100. Rarement, il va mettre 99,90. Je ne sais pas pourquoi. Oui, certainement, magique, oui. Ouais, ça fait moins peur. Absolument, c'est aussi une opération de marketing aussi, ou pour ne pas dire 100, ça va faire peur, ça fait un siècle. 19 ans, c'est pas tout à fait un siècle. Ouais. Alors, il y a bien sûr avant l'expiration, le délai, bien sûr, on doit se réunir pour dire si oui ou non on décide de reconduire la société pour encore 99 ans. Très bien. Alors la société, bien sûr, elle a une personnalité morale, une personnalité juridique qu'elle va garder tant qu'elle est en vie, tant qu'elle fonctionne. La société est dissoute, la personnalité morale va s'éteindre, donc il n'y aura plus cette personnalité morale, donc elle va s'éteindre, elle va s'affaiblir jusqu'à ne plus exister. Très bien. Donc ici, rapidement, vraiment rapidement, les causes de dissolution, parce qu'une société, elle peut être dissoute, d'accord, la société va être dissoute par l'arrivée du terme. Des fois, on va dire 99 ans, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour la reconduire, donc c'est l'arrivée du terme. 99 ans. Ou des fois, la réalisation de l'objet social. C'est pour cela que j'ai dit il faut faire très attention à cette notion d'objet social, parce que des fois, parmi les causes de dissolution, vous le voyez écrit noir sur blanc ici, la réalisation de l'objet social. Hein, la réalisation de l'objet social, c'est-à-dire on peut dire on va se réunir pour, je ne sais pas, construire, je sais pas, un complexe résidentiel, 2 immeubles ou 3 immeubles. Une fois qu'on aura fait cette opération, on va liquider, on va partir chacun de son côté, d'accord? Ça, c'est l'objet social. Une fois qu'ils auront réalisé cet objet social, la société va devoir être dissoute, bien sûr, et bien sûr, il y a des plus-values, il y a des charges fiscales à payer dans ce cas. C'est pour cela, tant qu'on peut éviter une dissolution, on le fait, hein. Parce que quand il y a dissolution, c'est l'administration fiscale qui va débarquer avec beaucoup de redevances à faire, etc., des plus. Vous faites, vous faites le droit fiscal, c'est très bien. Alors, et bien sûr, il y a l'arrivée du terme, c'est-à-dire 99 ans, on n'a pas décidé d'aller au-delà. La réalisation de l'objet social, on s'est entendu sur un programme déterminé, le programme réalisé, c'est bon, chacun partirait de son côté. La dissolution judiciaire pour juste motif, c'est l'exemple que j'ai cité, une mésentente qui empêche le fonctionnement de la société, ou une liquidation judiciaire, c'est-à-dire, c'est le cas, l'exemple, la société qui est tombée en cessation de paiement, le redressement n'a pas été accepté, soit que le redressement n'a pas réussi, d'accord? Donc on va devoir la liquider, d'accord? Donc c'est une liquidation judiciaire. Donc ici la société est terminée, très bien. Donc la société sera dissoute. C'est le terme de vie de la dissolution. Alors une fois dissoute, un petit peu, il y a ce qu'on appelle la société va garder sa personnalité juridique. Elle va garder la personnalité juridique, mais juste une personnalité affaiblie, juste pour les besoins des opérations de liquidation. Une société qu'on a dissoute, bien sûr, il va falloir liquider. C'est-à-dire payer le passif, d'accord, faire reprendre aux associés leurs apports. Je ne sais pas s'il y a la reprise se faisant sur le nominal de l'action ou de la part sociale, c'est-à-dire les fameuses 100 dirhams qui ont été fixés dans les statuts. Hein, le capital social a été divisé en part sociale de 100. Hein, c'est la valeur d'émission, d'accord, qui est impérativement prévue, qui doit être prévue impérativement, sinon vous risquez beaucoup de sanctions, d'accord. Alors la reprise, on va leur faire reprendre leurs apports, on va payer les créanciers, d'accord, et bien sûr tout ceci se fait par les soins d'un liquidateur qui est tout aussi un expert comptable de son état. Tout, d'accord, vous savez, si vous pouvez pousser dans cette perspective, ça serait génial. Alors, d'accord, alors.
Donc, il y a le liquidateur qui est expert comptable, il y a le savoir juridique, il a le savoir économique et fiscal. Donc, il va pouvoir procéder aux opérations de liquidation. Bien sûr, d'accord, il est encadré. S'il y a des problèmes, il peut se faire assister par des experts, aller vers le juge, etc., etc. Bien sûr, tout ceci, c'est beaucoup c'est pas la peine de vous casser la tête. Très bien. Alors, ici, le liquidateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recouvrir toutes les créances, convertir les éléments d'actifs en argent, c'est-à-dire il va vendre les éléments qui composent les éléments d'actifs de la société, rembourser les créanciers, faire reprendre aux associés leurs apports ou leurs valeurs, leur contre-valeur, bien sûr la reprise se faisant sur la valeur du nominal, partager le boni de liquidation. Alors c'est quoi le boni de liquidation? C'est par exemple, on a liquidé, il s'est dégagé un plus, une fois qu'on a liquidé, qu'on a payé tous les créanciers, qu'on a permis aux associés il reste dégagé un plus, un boni de liquidation. Le boni de liquidation se considérait comme étant un bénéfice, donc il va devoir être partagé entre tous les associés. Le boni de liquidation va être partagé entre tous les associés, bien sûr. Comme on fait le partage des bénéfices, le partage se fait en fonction de l'apport effectué, tout simplement. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est ce que j'avais à dire sur toute cette partie relative aux droits des sociétés. Est-ce que votre camarade, le délégué, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Pardon, vous Au pouvez revoir, répéter? madame. Oui, madame. Ça coupe. Ça coupe. Alors, c'est parti sur un peu le travail du liquidateur. Vous avez vu ça? Oui, oui. Que doit faire le liquidateur? Oui, Très oui, bien. oui. Donc, c'est assez clair. Très bien. La question que je posais, une personne s'est présentée à moi, que je salue si elle est là, qui a déjà fait beaucoup de choses, mais elle ne donne plus signe de vie. Je lui ai écrit un message, elle ne m'a pas répondu. Est-ce que c'est le bon numéro? Est-ce que vous pouvez lui dire de m'envoyer un mail? Est-ce que j'ai besoin de savoir où est-ce que vous en êtes, le rendu? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous avez des difficultés? Moi, tout ça, ça me pèse, croyez-moi. C'est pas dans mes habitudes, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me poser des questions? Je suis à votre disposition, s'il vous plaît. Concernant le délégué, je ne sais pas, je vais essayer de communiquer avec lui si c'est possible. Après, Très bien, messieurs, merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas donner mon adresse mail. Ça, c'est pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que je veux savoir, s'il vous plaît. J'ai besoin, d'accord, par souci, par acquis de conscience, est-ce que le message passe? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous avez les outils de travail qu'il faut? Tout ça, il y a beaucoup de points d'interrogation. Ça s'est bien passé avec les éléments, enfin les camarades de S5 et les autres, ceux que j'avais eu. D'accord? Il y avait un feedback entre moi et les étudiants. Donner les TD afin que nous puissions. Voilà. Pour ça, j'ai besoin, d'accord, des exercices. Je promets de donner des exercices. Mais j'ai besoin de monsieur le délégué. Monsieur, je compte sur vous pour lui dire de m'envoyer un mail. c'est Biyar Abdelmourid, n'est-ce pas? Ouais, voilà, Anne-Maurice Billard. Donc, je vais contacter. S'il me répond aussi, bah, ça va. S'il ne répond pas, bah, je ne sais pas. On va prendre un nouveau délégué. Oui, s'il vous plaît. Alors, s'il ne répond pas, vous savez, à la fac, nous avons des casiers. Vous pouvez vous déplacer à la fac et mettez, je ne sais pas, des coordonnées ou un téléphone. Je verrai bien parce que Je mettrai aussi mon adresse mail. Parce que tout ça, vous allez à la fac un jour? oui, d'accord. Je verrai si j'ai. Oui, oui, j'irai volontairement. Il ne reste plus que demain, vous comprenez? Après, ils vont fermer. À demain. Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Quelqu'un d'autre. Parce que le problème, j'habite loin. Donc, Oui, oui, je comprends. C'est déjà très bien que vous me parliez. C'est très bien, je vous remercie. Je vous remercie énormément. Vous ne pouvez pas savoir. Se trouver devant une machine, c'est juste flippant. C'est juste flippant, tout simplement. Et oui. Maintenant, rien n'empêche. Est-ce que vous avez posé des questions? Je vais voir un peu le chat.
Il n'y a rien d'intéressant. Le son coupe. Il n'y a pas de question. Et moi, ça me pèse ce genre de choses. Alors, monsieur, Je déclare mandat. monsieur. Ah, bah, je l'espère de tout cœur. Maintenant, j'attends que votre camarade voie avec le délégué, s'il peut déjà, en écoutant ce cours, parce que je suppose qu'il est étudiant comme vous, en réécoutant cet enregistrement, s'il peut entrer en contact avec moi, je lance un appel en détresse. Il manque plus que je contacte Mourtafoud. Alors, c'est bon pour aujourd'hui? Oui, madame, merci. Merci infiniment. Merci à vous. S'il vous plaît, quand on aura Très bien, merci beaucoup. Merci. Allez, bon courage. On va se revoir après les vacances, c'est ça. Oui, oui. les diapos, Hein? les diapos qu'on Monsieur? aura, les diapos. Oui, j'ai tout envoyé à Monsieur Billard. Je vais encore envoyer ça et j'ai besoin de savoir où ça atterrit, vous comprenez? Et vous pouvez les laisser sur la plateforme, c'est mieux. Ouah, d'accord, Le cours n'est pas sur la plateforme? Non, il y a seulement Non. l'enregistrement. Il y a seulement l'enregistrement. D'accord, je vais régler tout ça. D'accord, ok, je vais le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Eh ben, travaillez bien et bon courage. À très vite, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Merci, au revoir, au revoir.